Alors, cette semaine, je vais vous faire jouer une entrevue que je suis allé faire. C'était moi qui étais interviewé pour un autre podcast. Le podcast s'appelle Zéro frais de gestion. Peut-être que vous le connaissez. Moi, c'est un podcast que j'ai commencé à écouter dernièrement. C'est un podcast que je trouve très à propos. Il s'adresse aux investisseurs autonomes qui veulent investir avec les FNB indiciels, avec très peu de frais de gestion. Je pense que c'est la solution maintenant pour investir à peu de frais. Le problème de l'investissement a été résolu en quelque sorte grâce à ça au fil des 30 dernières années. Maintenant, c'est rendu ça un peu la solution pour investir sur le long terme sans trop se casser la tête si vous consommez du contenu en investissement, si vous lisez les livres de Nicolas Bérubé, par exemple, etc. Moi, c'est l'approche que j'utilise maintenant personnellement. C'est l'approche que je mets de l'avant sur mon propre podcast Indépendance financière et hypothèque. J'étais content de communiquer avec Xavier. J'étais content qu'il accepte qu'on se parle. Puis, il a proposé que je vienne sur son podcast parce que lui, il avait des questions en plus sur les hypothèques. Donc, on va parler d'hypothèques dans cette entrevue-là. Et Xavier a des très bonnes questions par rapport au courtage hypothécaire, par rapport aux banques. Et puis, comme notre discussion a duré très longtemps, là, aujourd'hui, je vous fais jouer la première partie. Sur ce, bonne écoute. Frédéric Lecharité, courtier hypothécaire, bienvenue sur le podcast. Salut Xavier, merci. Merci d'avoir fait la route de Montréal en ce dimanche après-midi pour venir nous parler d'hypothèque et de courtage hypothécaire. Je suis vraiment content que tu sois avec moi aujourd'hui. Comme je t'ai dit là, dans notre appel, ça fait longtemps que je veux recevoir un courtier hypothécaire sur le podcast parce que c'est un monde qui est un peu, qui est très différent des placements et de la fiscalité. Tu sais, la finance, il y a plein de branches. Puis moi, c'est un domaine dans lequel je suis moins calé. Là. C'est pour ça que je voulais un expert comme toi. Donc aujourd'hui, on va parler d'hypothèque. Donc, comment bien choisir son prêteur, comment refinancer sa propriété, aller chercher l'équité sur sa propriété, potentiellement pour l'investir. On va parler de la manœuvre Smith, de la MAPA, du fameux débat louer versus acheter. Mais avant de parler de tout ça, je te laisse te présenter. Tu fais quoi? C'est quoi ton background? Bien, merci Xavier. Merci de l'invitation. Je suis super content d'être ici. Je suis tombé sur ton podcast. Je trouve le titre, en passant, c'est vraiment accrocheur. Là. Uh-huh. Je sais que ça ne s'appelait pas comme ça au début, là, mais maintenant, zéro frais de gestion, puis le nom de ton entreprise, pour moi, c'est venu me chercher parce que, ben, tu sais, avant de devenir courtier hypothécaire, Ouais. j'étais développeur logiciel. Ok. J'ai consommé beaucoup de contenu sur les finances personnelles, de livres. Maintenant, je fais le podcast. Ouais. Tu sais, avant tout, moi, l'idée d'aller en hypothèque, c'est vraiment parce que l'hypothèque, la maison, emprunter, la dette, c'est quand même une partie importante de l'aspect finance personnelle, indépendance financière, comment partir de zéro puis arriver à justement 1 million, 2 millions, 3 millions en valeur nette pour être indépendant financièrement. Donc, zéro frais de gestion. Moi, j'ai commencé justement à investir de façon autonome en 2013. Ça fait longtemps que tu investis de façon autonome. Là. Oui, Parce que ça devait être moins démocratisé dans le temps en 2013. Là. Exactement. Moi, le premier livre vraiment qui m'a allumé, en fait, le livre que j'ai lu, c'est un livre que Nicolas Bérubé justement mentionnait quand il est venu sur ton podcast, c'est Millionaire Teacher de Andrew Allam. Exactement. Quand j'ai lu ce livre-là, j'ai fait OK, je sais comment faire, je vais aller me chercher des FNB indiciels, je vais ouvrir mon compte sur une plateforme de courtage, puis ça va être ça que je vais faire. Et puis, depuis 2013, c'est ça que je fais. Puis, j'ai cheminé, évidemment, là-dedans. Là. J'ai comme plein de choses que je pourrais dire par rapport à ça, mais on va parler plus d'hypothèque aujourd'hui quand même. Je trouve ça intéressant quand même, ton background de finances personnelles. Puis, parce que de ce que je comprends, ton éducation financière, tu l'as faite dans les livres, puis à force d'écouter des vidéos, des podcasts, puis tu as tellement aimé ça que tu as voulu faire ça, tu as voulu faire une carrière là-dedans. Exact. Exact. Donc, juste pour répondre à la question, tu me demandais, parle-moi un peu de toi. Donc, c'est ça, moi, j'ai étudié, j'ai fait le bac en informatique pour devenir développeur logiciel, puis j'ai fait ça pendant 20 ans pour la même entreprise. Donc, en sortant de l'université, j'ai été pris en stage à un endroit, puis j'ai fait ça dans la même entreprise. Puis, ça s'est bien passé. Tu sais, moi, à ce moment-là, j'avais $0 là, en banque là, quand je suis sorti de l'université. Même, j'avais peut-être moins 5 000, là, peut-être des petites dettes étudiantes. Okay. Mais assez tôt, tu sais, je regardais un petit peu l'investissement. Je me demandais comment que ça fonctionnait. Je me demandais, OK, comment je vais faire maintenant que j'ai mon bac, maintenant que je travaille, j'ai une job? Comment je vais faire pour, justement, accumuler puis être à l'aise, devenir un peu plus, pas dépendant de mon travail, mais déjà j'avais cette
cette vision-là. Puis je me suis vite rendu compte qu'il ne fallait pas que je dépense l'argent que je gagne. Donc, j'ai été très conscient de mon logement, entre autres. Je ne voulais pas aller tout de suite me louer un gros appartement seul, où est-ce que ça me coûterait vraiment cher, que ça prendrait tout mon revenu. Donc, je suis allé en colocation. Ensuite, j'ai habité justement avec une copine. Je suis resté en fait 1 an chez mes parents, même en sortant de l'université. Ils me l'ont offert, je l'ai pris. Je ne suis pas allé tout de suite déménager à Montréal parce que je travaillais à Montréal. Fait que je faisais le voyagement de Saint-Jean-sur-Richelieu à Montréal. Bref, j'étais quand même conscient de tout ça. C'est-tu tes parents qui t'avaient inculqué ces valeurs-là d'épargne puis d'investissement? L'épargne, oui. Le travail, travailler fort, oui. Mon père il investissait aussi pour sa retraite. Puis justement, quand j'ai fini ma technique au cégep en informatique, j'ai eu le choix, est-ce que j'allais travailler tout de suite ou est-ce que j'allais à l'université? Puis, mon père, il n'a pas pu trop répondre à ça, mais lui, ce qu'il m'a dit, c'est que si tu vas à l'université, ça va te faire 3 années de moins de travail, d'épargne, d'accumulation que si tu commences à travailler maintenant. Fait que, j'ai gardé ça. J'étais allé à l'université pareil. Tu l'as pas écouté? Non, mais c'était pas un conseil, mais c'était juste une remarque que lui, le temps, c'est important, tes revenus que tu as continuellement, année après année, puis de ne pas tout dépenser. Donc ça vient quand même, je pense, de mes parents. Mais après ça, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait attention à mes dépenses. Je me suis toujours assuré d'avoir un peu plus de revenus que de dépenses, puis je le mettais de côté. Acheter ma maison, mon condo en 2008. Ensuite, j'ai pu acheter des actions dans l'entreprise où je travaillais. Puis ça, c'était beaucoup grâce au fait que j'avais acheté mon condo, justement, qui avait pris en valeur. J'ai pu refinancer, emprunter. Puis là, ça m'a beaucoup aidé parce que ça me permettait d'investir dans quelque chose que je le savais qui était bon. Ça, c'est intéressant. Puis on va en reparler, là, de refinancer sur l'équité de sa maison pour faire des placements ou justement acheter des actions d'une société privée. Là. Toi, c'est ce que tu as fait dans le fond. Là. C'est que tu n'as pas sorti un sou de tes placements ou de tes économies. Tu as pris l'équité sur ton condo à l'époque. Là, la banque t'a prêté, on va dire, un chiffre 100 000. Puis là, tu as acheté les actions de la compagnie pour laquelle tu travaillais à l'époque. C'est ça que tu as fait? Puis j'ai pris mes économies aussi là, pour faire ça parce que c'était une trop belle opportunité. On voyait les chiffres, j'étais à l'intérieur de l'entreprise. Donc, à ce moment-là, si j'avais pas eu justement mon condo, puis ça, c'était une surprise, là, c'était pas prévu. Là, quand au début, je voulais un condo, je voulais juste être propriétaire parce que dans ma tête, c'était bon là, d'être propriétaire. Mais ça a été une belle surprise. Puis je l'ai refait une 2e fois plus tard. J'en ai racheté une autre vague d'actions un peu plus tard. Puis c'est ça, toujours aujourd'hui, en 2026, j'utilise l'équité de ma maison. Maintenant, ma maison est complètement remboursée, mais je l'utilise encore pour investir. Puis là, je suis devenu courtier hypothécaire. J'ai utilisé mon indépendance financière que j'ai acquis au fil des années, justement, en travaillant. Puis là, je voulais un peu plus d'indépendance encore. Je voulais être à mon compte. Puis je me suis dit, OK, les services financiers, ça m'intéresse. Donc là, en 2022, je suis devenu courtier hypothécaire. Puis dis-moi que là, tu me dis que tu étais indépendant financièrement. Comment tu as atteint l'indépendance financière? Est-ce que c'est avec l'achat de propriété? Est-ce que c'est avec les actions de ta compagnie, là, la compagnie privée que tu viens de me parler? Est-ce que c'est avec l'investissement autonome en bourse dans les FNB? Comment tu es arrivé là? Toutes ces réponses. Je me doutais de la réponse. Toutes ces réponses. À la base, là, si j'avais jamais épargné rien, que j'avais tout dépensé, ce que je gagnais, j'aurais pas pu investir dans mes placements dans mes REER CELI. J'aurais pas pu, justement, j'aurais pas acheté mon condo. J'aurais pas pu emprunter, justement. Le fait d'avoir cette belle hygiène, justement, financière-là, mais ça l'ouvre des portes. C'est le long terme. C'est pas un gros coût d'argent. J'ai jamais fait un salaire. Mon salaire, ça a commencé à 40 000 là, par année, puis 50 000, 60 000, 70 000, assez rapidement quand même en informatique, c'était pas mal ça, les salaires, mais à la fin, jusqu'à récemment, c'était comme 100 000 par année. C'était pas... Non, t'as pas fait des salaires faramineux, c'était plus la discipline. C'est ça. Quand je lis un livre, puis je vois qu'on dit, c'est pas nécessaire de faire des salaires de 200 300 000 par année pour devenir financièrement indépendant, oui. La preuve vivante. Là. Là, c'est ça. Je trouve ça intéressant de dire que c'est vrai. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que quelqu'un qui a une mauvaise santé financière ou qui est tout le temps à côté, puis qui a cette opportunité-là de pouvoir acheter des actions, exemple, de la compagnie, probablement que cette personne-là n'aurait jamais pu saisir l'opportunité parce que si tu n'as pas d'argent de côté, bon, il y a toujours si la personne a une propriété, elle peut aller chercher l'équité, là, mais il faut quand même ramasser une mise de fonds, comme tu dis, pour avoir la propriété. Fait que s'il y en a qui se demandent, bon, à quoi ça sert d'épargner, puis comme ça, c'est plate d'épargner,
ben, après 5-10 ans, ben, c'est des opportunités qui s'ouvrent. Puis c'est l'effet boule de neige, toi, tu le vois probablement. Là. Ben, c'est tout l'effet composé, l'effet cumulé, des petites décisions avec le temps. C'est vrai que, au début, investir, quand tu as juste 10 000 ça va, oui, ça peut faire 10 %, mais tu vas faire combien sur ton 10 000 1 000 dans ton année? Tu peux faire bien plus juste en travaillant plus. Exact. Mais une fois que tu as accumulé 200, 300 000, 400 000 ben là, ça devient significatif. Exact. Jusqu'à éventuellement, ça peut remplacer ton revenu de travail. C'est un petit peu ça l'idée. Tu me posais la question, l'indépendance financière, est-ce que je l'ai atteint? En réalité, non, parce que là, maintenant, moi, mes dépenses ont quand même augmenté avec les années. Maintenant, avec ma femme, on a peut-être des dépenses d'environ 100 000 par année. Ça prend un bon patrimoine là, pour supporter ça. Peut-être que quand on va arrêter de travailler aussi, ça va être moins, mais pour l'instant, on est plus dans ces eaux-là. Puis aussi, on veut voyager, profiter de la vie, c'est ça. Non, ça, épargner ne veut pas dire tu dépenses jamais, puis c'est un peu de repousser aussi les dépenses, là. Ça veut pas dire que quelqu'un épargne, que la personne se prive, puis qu'elle fait rien de sa vie non plus, là. Vas-y, oui. Fait que j'allais juste dire, c'est pas noir ou blanc, l'indépendance financière, c'est pas tu l'as atteint ou tu l'as, ou je veux dire, ou tu l'as pas. Moi, à un moment donné, je me suis senti comme assez en confiance pour changer de carrière, faire quelque chose qui me plaisait plus que de rentrer peut-être au bureau à 9 h. Puis. Mais justement, je trouve ça intéressant. Tu as dit que tu as utilisé ton indépendance financière pour changer de carrière. Ouais. Indépendance financière ne veut pas dire s'asseoir sur le sofa puis regarder Netflix à tous les jours, là. Ça, c'est un peu plate. Mais je trouve ça cool que toi, justement, ton indépendance financière t'a permis de changer de carrière. Pourquoi le courtage hypothécaire? Pourquoi tu étais plus ou moins heureux dans ton ancienne carrière? Dis-moi un peu, qu'est-ce qui t'a amené vers ce changement de carrière-là? C'est un projet entrepreneurial, dans le fond. Je voulais être à mon compte, lancer mon entreprise. J'avais une passion pour les finances personnelles parce que j'ai lu justement tous les livres. Là, en tout cas, je ne les ai pas tous lus, évidemment, là, mais j'en ai lu beaucoup jusqu'à un certain point où est-ce que tu en lis un puis ça revient un petit peu le même message. Là. Puis je m'intéressais à l'immobilier. Je voulais faire de l'immobilier. Là, je regardais si j'allais faire des prêts avec mon argent. Finalement, je n'ai pas fait ça, mais je m'intéressais aux hypothèques. Je trouvais que j'en connaissais pas assez. Puis là, j'ai fait mon petit cours de courtier hypothécaire. Puis c'est là que j'ai fait « Ah, ben crème, je pourrais faire ça, moi. » C'est bien long à faire, le cours de courtier hypothécaire? Non, moi, ça m'a pris quelques mois, 3-4 mois, plus passer l'examen. Ensuite, un stage à faire avec un autre courtier hypothécaire. Moi, le changement était fait là, récemment avec l'AMF quand j'ai commencé. Là. Avant, c'était avec l'OACQ. OK. Ouais. Là, c'est rendu l'AMF qui gère ça, mais avant, c'était pas l'AMF. Oui, c'est ça. Ça l'a changé. Avant, c'était le même organisme qui réglemente les courtiers immobiliers. Je comprends. OK, oui. Fait qu'en 6 mois, tu peux avoir fait ton cours, ton stage, puis être prêt à être travailleur autonome? Oui, absolument. Okay. Oui. C'est quand même un délai qui est raisonnable. Là. Mais c'est de plus en plus populaire, là, les courtiers hypothécaires. J'ai pas de statistiques, là. J'ai l'impression qu'avec PC Jolicoeur, puis la profession s'est faite connaître, j'ai l'impression que c'est plus populaire. Je sais pas si tu as remarqué ça aussi de ton côté. J'ai pas les chiffres, je ne sais pas. Je sais pas si les gens vont plus voir, mais oui, j'ai l'impression que les gens sont davantage portés. Il y a plus de services. Il y a des avantages là, à aller voir un courtier hypothécaire. Là. À la banque, tu peux avoir une hypothèque, mais avec un courtier hypothécaire, tu peux avoir ton hypothèque, mais aussi des conseils. Là, Mais je parlais surtout il y a plus de courtiers hypothécaires. Oui, les gens connaissent plus ça, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui vont dans cette profession-là. Il y a beaucoup de créateurs de contenu, je trouve, qui sont courtiers hypothécaires. Là. Toi, t'en es un, entre autres. Puis je trouve que c'est rendu populaire. Là. Tu regardes, il y en a beaucoup qui sont courtiers et qui créent du contenu. Là. Mais c'est fun parce que c'est une belle profession. Mais avant, là, 5-6 ans, c'était moins connu, me semble, les courtiers hypothécaires. Puis c'était moins. Les gens avaient moins tendance à aller là, j'ai l'impression. Ça se peut. J'ai pas les chiffres. Je ne sais pas dans 5 ans comment que ça allait évaluer la proportion banque versus courtier, mais je sais qu'on avait un retard au Québec par rapport au reste du Canada. Les courtiers hypothécaires sont plus utilisés à l'extérieur, mais là, je pense qu'on rattrape un peu. Aux États-Unis, c'est-tu de même aussi? As-tu des courtiers hypothécaires indépendants plus les institutions financières? Et là. Bonne question. Bonne question. Je te demande de spot, là, je t'avais pas parlé. Ça doit être un modèle semblable. Soit tu vas voir le prêteur directement, puis là, tu peux parler à un employé de ce prêteur-là, ou tu peux aller voir un courtier qui est indépendant, qui a accès à plusieurs prêteurs. C'est différents canaux de distribution, dans le fond. Un prêteur, il peut essayer
essayer de vendre ses prêts lui-même ou il peut faire affaire avec les courtiers hypothécaires. Donc là, c'est différents canaux. Ben, parlons-en de ça. On va rentrer dans le vif du sujet des hypothèques puis du financement. Je suis quelqu'un qui veut s'acheter une maison ou un plex, on va dire un premier acheteur. Ça serait quoi le meilleur réflexe pour moi pour avoir les meilleures conditions pour mon hypothèque? Je suis mieux d'aller à ma banque ou à ma caisse où est-ce que je fais toujours affaire ou je suis mieux d'aller voir un courtier hypothécaire? Bien là, il y a deux choses. Là. Il y a les meilleures conditions. Il y a est-ce que je suis mieux d'aller voir le courtier ou directement à la banque? Moi, c'est au niveau du conseil beaucoup. Tu sais qu'il y a un gros avantage avec les courtiers hypothécaires. Côté conditions, on va s'entendre, là, les hypothèques, c'est une commodité. Hein? Toutes les banques offrent à peu près le même type d'hypothèque. Il y a des nuances, il y a des différences, puis il peut y avoir des différences de taux, dépendamment les banques, à quel moment ils font des promotions, à quel moment ils ont de l'appétit pour aller chercher tel type de crédit. Puis ensuite, il y a différents profils d'emprunteurs, puis différents, assurés, non assurés. Quoi l'avant? Moi, je suis quelqu'un qui veut s'acheter une maison ou un plex, on va dire, puis là, je veux me faire financer. Je suis mieux d'aller directement à ma caisse ou d'aller vers un courtier hypothécaire? C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi les avantages et inconvénients de chacun? Donc, si tu peux aller à ta caisse, tu vas avoir un rendez-vous avec un conseiller. Le conseiller a peut-être beaucoup d'expérience en hypothèque, peut-être qu'il n'y en a pas. Pas tout le temps, là. Par expérience, là, je sais que dans les caisses, il y a beaucoup de roulements aussi, là, ou dans les banques. Là. C'est ça. Fait que t'es pas assuré d'avoir quelqu'un qui est vraiment ferré, puis ça fait longtemps qu'il fait ça. Là. Donc, c'est ça va dépendre du service que tu vas avoir. Ensuite, la personne, elle a beaucoup de dossiers. Tu sais, en gros, là, à la banque, ils ont beaucoup de demandes parce que les gens, tout de suite, c'est leur premier réflexe d'aller à la banque. Ils vont prendre rendez-vous, puis ils demandent un prêt hypothécaire. Puis souvent, c'est assez simple. Là. Ils ont les options de la banque, puis peut-être qu'ils n'iront pas très loin dans les explications. Des fois, quand on ne le sait pas, on ne sait pas quelle question poser non plus. Donc, ça peut se faire assez rapidement, puis sans trop avoir de détails, puis on se retrouve avec une hypothèque, mais on n'a pas eu toute l'information. Tu sais aucunement qu'est-ce que les autres prêteurs pourraient offrir là, en faisant ça, de ce que je comprends. Là. Exact. Ensuite, le courtier hypothécaire, moi, je peux t'expliquer un peu en général, je peux t'expliquer mon processus. Là. Normalement, premiers acheteurs, c'est super bon parce que si t'es premier acheteur, ça veut dire que c'est la première fois que tu n'as jamais eu d'hypothèque avant. Donc là, d'avoir un petit peu plus d'explications pour ton achat, c'est une bonne chose. Le courtier hypothécaire va apporter ça. Le courtier hypothécaire, normalement, il y a un peu moins de clients que la personne à la banque, puis il va prendre plus le temps. Moi, on fait un appel initial, puis lorsque c'est des premiers acheteurs, on va commencer par une préautorisation. Ouais. Donc ça, c'est... moi, je demande les documents, je demande le consentement à aller chercher le bureau de crédit, puis je prends le temps de faire une analyse complète, puis d'arriver avec la lettre de préautorisation avec le montant. Puis c'est un accompagnement aussi. Tu sais, les gens, ils vont après ça aller regarder pour acheter leur première maison. Ils vont faire affaire avec un courtier immobilier. Puis là, il va y avoir peut-être quelques mois qui vont s'écouler, quelques semaines, ça dépend là, du contexte. Mais tu sais, c'est le fun. Avec le courtier hypothécaire, tu as plus de chances d'avoir un suivi en continu pendant toute cette période-là. À la banque, c'est un petit peu plus compliqué là, de rejoindre d'avoir un contact avec la personne à la banque versus, moi, c'est avec quelqu'un peut m'appeler, peut m'écrire un courriel, puis j'ajuste la lettre de préautorisation. Si on a des questions en dehors, moi, c'est ça, là, j'ai déjà eu plusieurs hypothèques, puis je l'ai remboursé, là, l'hypothèque de ma maison. Donc, c'est différent là, le niveau de conseil que je peux donner versus à la banque. Tu as juste clarifié pour les gens qui écoutent, là, une préautorisation. Peux-tu expliquer concrètement c'est quoi une préautorisation? Oui. La préautorisation, c'est une lettre, dans le fond, que je remets au client avec un montant. Ça veut dire que j'ai calculé la capacité d'emprunt. Ça veut dire que j'ai vérifié les documents, j'ai vérifié le bureau de crédit. Puis, avec cette lettre-là, la personne qui veut acheter sa maison peut remettre la lettre de préautorisation en même temps que sa promesse d'achat. Donc, sa promesse d'achat, elle a une crédibilité. Tu sais, parfois, même les vendeurs, ils vont, avant d'ouvrir la porte de leur maison pour la faire visiter, ils vont vouloir que les gens soient sérieux. Donc, ça devrait être un prérequis, selon moi, d'avoir une lettre de préqualification. C'est généralement un prérequis. Ouais. Parce que tu peux avoir n'importe qui va visiter, puis si tu n'es pas préqualifié, ça se peut que tu n'aies pas les moyens. Les courtiers immobiliers aiment ça aussi. C'est sûr.
quand la personne est pré-autorisée. Donc oui, ça sert à ça. Ça sert à montrer qu'on est... La lettre va te dire concrètement pour combien tu peux emprunter, c'est ça? Oui. Exemple, tu es un couple avec 150 000 de revenus ménage, 75 000, 75 000. Le courtier hypothécaire va sortir une lettre qui dit avec ces deux revenus-là, puis avec votre mise de fonds, il y a peut-être d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, vous pouvez emprunter pour 500 000 $. Oui, ça va être le prix d'achat souvent qu'on va mettre sur la lettre pour montrer que cette personne-là peut acheter jusqu'à tel prix d'achat. Ouais. Le montant de la préautorisation, moi, je peux l'ajuster. Là. Souvent, tu sais, les gens, ils veulent peut-être pas dévoiler tout leur jeu aux vendeurs. Ouais, Tu sais, on n'est pas obligé de mettre le maximum, là. Mais souvent aussi, quand c'est très, très proche des ratios, quand c'est serré, les gens m'envoient leur listing. Ils me disent « Hey Fred, cette maison-là, ça va-tu marcher, tu sais, avec telle mise de fonds puis notre profil? » Là, je refais les calculs avec les taxes, puis je vérifie. Je dis « OK, oui, c'est beau, tu peux y aller pour jusqu'à tel prix pour cette maison-là. » Parce que ça dépend aussi des frais de condo, des taxes municipales scolaires. Il y a des calculs à faire. Fait que la lettre de préqualification prend en ligne de compte les taxes municipales, les frais de condo, puis des frais comme fixes annuels de la propriété. Oui, bien là, c'est sûr que quand on remet la lettre, il n'y a pas de propriété en jeu normalement en partant. Donc, on y va selon le prix. On peut y aller avec des chiffres à peu près. Mais là, quand on s'approche des ratios et que ça devient serré, bien là, on peut le faire avec les chiffres exacts de la propriété. Puis, tu m'as parlé un petit peu de ratio. On peut-tu donner un ordre de grandeur? On aurait dit, moi, c'est pas mon domaine, l'hypothèque, là. C'est-tu difficile d'acheter une maison de 500 000? Ça prend des revenus de combien pour qualifier pour 500 000 ou 600 000, 700 000 à peu près? Il faut que le paiement... Donc, tout est basé sur le paiement hypothécaire, le montant des taxes. Okay. Là, il faudrait que je sorte des chiffres de même. Là, mais grosso modo, là, je sais qu'il y a plein d'affaires qui rentrent en ligne de compte. Là, c'est vraiment des estimations. Oui, grosso modo, avec 100 000 de revenus ménage, on peut aller chercher peut-être un prêt de 300 000 400 000. Là, plus que ça? Ben, ou plus. Ça peut être plus. Okay. Mais ça, c'est le prêt. Là, il faut arriver avec la mise de fonds aussi, dépendamment. Ça dépend du taux d'intérêt aussi qu'on va pouvoir avoir parce que c'est basé sur le paiement. Je comprends. C'est basé sur le paiement. Puis il y a la fameuse règle du 2 %. Donc, il faut qualifier sur le taux d'intérêt plus 2 %. Ça, c'est des règles pour les prêts hypothécaires, pour la qualification des prêts hypothécaires. Même si le taux est fixe? Même si le taux est fixe. OK. Ouais. Okay. C'est quand même pas si facile. Je veux dire, il faut des bons revenus là, pour acheter. On sait que le prix des maisons a vraiment augmenté, surtout dans le coin de Montréal, Québec aussi. En région, c'est peut-être moins pire. Mais là, tu me dis 100 000 de revenus ménage. Exemple que tu empruntes pour 400 000. Une personne seule, acheter une maison, attache ta tuque. Il te faut des bons revenus. Je veux dire, il n'y a pas tant de monde que ça qui gagne 100 000 $ par année. Puis là, c'est de ce que je comprends, le minimum pour acheter une maison, il faut que tu fasses 100 000 $ par année. C'est en couple, mais là, ça va un mieux. Prêt de 400 000, c'est beaucoup. Là. C'est quand même un gros prêt. Il y a des condos qui sont moins chers que ça. C'est vrai. J'ai dans la tête une maison, mais c'est vrai que des condos... Quelqu'un peut arriver avec une mise de fonds aussi. Là. C'est vrai. Acheter quelque chose à 400-500 000 avec une mise de fonds de 100 000. C'est vrai. OK. Puis, est-ce que les prêteurs prennent juste le revenu annuel en ligne de compte ou ça peut prendre les placements ou une projection de revenus futurs, exemple? Les projections de revenus futurs, ça, c'est... je te donne un exemple. Tu es un médecin qui est en résidence. Je sais que les médecins ont des privilèges, là, beaucoup de privilèges. Mais là, je prends un exemple. Ça pourrait être d'autres choses. Quelqu'un qui commence, je sais pas moi, un ingénieur qui commence, qui est CPI, je pense qu'on appelle. Puis là, il fait 70 000 par année, mais c'est sûr, là, mais quand il va avoir son titre d'ingénieur, il va monter à 100, 110 000. Les prêteurs vont-tu prendre ça en ligne de compte, plus ou moins? Pas dans ça peut être un facteur atténuant, là, parce que quand on monte une demande de prêt, oui, il y a les chiffres, il y a la qualification, il y a les ratios, mais après ça, il y a des notes, puis on va comme expliquer certains détails, puis il y a des prêteurs qui vont regarder ça, puis des fois, ils vont pouvoir prendre une décision s'ils vont hors ratio ou pas. Mais en premier, c'est les ratios. Ensuite, c'est ça, il faut voir s'il y a des exceptions possibles. Là, d'habitude, on s'en tient, quand on est rendu là, c'est toujours mieux d'y aller, de respecter les ratios. Quand même, on va s'acheter une maison, c'est un engagement. Là. On va chercher une bonne dette. Si on ne paye pas, si on se met dans le trouble avec ça, on peut perdre notre mise de fonds parce que la banque, c'est super facile de reprendre la maison s'il y a un problème et qu'on ne paye pas l'hypothèque. Là. C'est ça, les garanties hypothécaires, c'est ça le danger. Là.
Mais parce que, il y a certaines situations qui peuvent quand même être spéciales. Là. Exemple, je sais pas moi, un entrepreneur qui se verse pas un gros revenu de sa compagnie incorporée. De ce que je comprends, c'est que les prêteurs ont quand même une latitude. C'est pas juste là, la machine à saucisse où est-ce que revenu annuel, les dettes, les placements, ça te donne ça. Toi, ton but, c'est de communiquer avec le prêteur puis de vendre le dossier du client au prêteur selon justement là, sa situation financière puis des projections. Ouais. Fait que c'est pas one size fit all, de ce que je comprends. Bien, l'industrie des hypothèques, donc c'est certain qu'il y a des critères, tout ça, puis après ça, oui, il faut aller en exception. Les prêteurs, ils préfèrent vraiment quand ça fit dans le cadre. Là. Si on veut que notre demande de prêt, ça soit soumis puis que ça soit approuvé le lendemain, c'est ça, on va essayer de trouver le bon endroit selon le profil. Mais effectivement, après ça, il y a prêteur B, il y a des prêteurs privés, hypothécaires privés aussi, dans certaines situations très spéciales. Moi, j'ai jamais fait de dossier comme ça, mais des prêteurs B, j'en ai fait quelques-uns. Travailleurs autonomes. Qu'est-ce que tu veux dire, prêteur B? Bien, il y a des prêteurs A, B, puis prêteurs privés. Okay. Prêteurs A, ça va être les conventionnels pignon sur rue avec les prêteurs virtuels. Donc, c'est les meilleurs taux hypothécaires. Ensuite, tu vas avoir ceux qui, justement, ont des problèmes de crédit dans le passé, des cotes un peu plus basses ou des ratios un petit peu plus hors normes. Donc là, on va aller vers les prêteurs. Ça peut être des prêteurs B. C'est un autre type de... Le taux d'intérêt est plus élevé dans ce cas-là? Il peut avoir, oui, c'est ça. Il va avoir une petite majoration sur le taux d'intérêt. Puis parfois, travailleurs autonomes, justement, qui ne se déclarent pas beaucoup de revenus, mais qui font un bon revenu, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup de dépenses personnelles, par exemple, dans leur entreprise. Là. Parfois, ça va être un prêteur B qui vont analyser le dossier autrement. Il y a des possibilités. Mais là, tu sais, c'est soit on paye de l'impôt, soit on paye un petit peu plus cher pour notre hypothèque. Fait que là, des fois, ça vaut la peine si c'est le profit de la personne. Puis un prêteur B, par exemple, le taux d'intérêt est-tu beaucoup plus haut? On parle de combien de pourcentage de plus? C'est 1 à 2 % OK, c'est quand même pas si pire. 1 à 2 % puis il peut y avoir des frais de dossier aussi. OK. Frais de dossier, c'est un pourcentage du prêt, 1-2 % du montant du prêt en partant. Un peu comme l'assurance SCHL, là, c'est ajusté au solde du prêt. Puis, donc il peut y avoir ça qui rentre en ligne de compte. Mais tu n'as pas besoin de le mettre upfront, là, le frais de dossier. Ça va être ajouté au montant du prêt financé. Oui, c'est ajouté au montant du prêt. Oui. Mais puis dans les prêteurs A, il n'y aura jamais de frais de dossier, de ce que je comprends. Prêteur A, non. OK, c'est vraiment juste en prêteur B, prêteur privé qu'il peut avoir des frais de dossier. Là. Oui. OK, ouais. Cool. Mais là, je sors un petit peu du plan qu'on s'était fait, là, mais je trouve ça intéressant. Les travailleurs autonomes puis les entrepreneurs. Je sais que travailleurs autonomes, exemple, à leur nom personnel, entrepreneur qui a une entreprise incorporée, je sais que c'est plus difficile d'emprunter en tant qu'entrepreneur parce que justement, des fois, les revenus ne sont pas tous déclarés, le monde ne veut pas payer d'impôts, le monde prenne le plus de dépenses possible dans leur compagnie pour ne pas payer d'impôts, mais ça fait en sorte que dans la déclaration de revenus, le bénéfice net, le revenu imposable, il est faible. Comment ça fonctionne pour emprunter pour un travailleur autonome? On peut commencer par un travailleur autonome, puis après ça, on fera l'entrepreneur incorporé. Moi, j'ai entendu parler du 2 ans, de la fameuse moyenne 2 ans. C'est-tu vraiment comme ça que ça marche? On prend une moyenne de tes 2 dernières années? Oui, tu sais, quelqu'un qui est salarié, il est avantagé dans le sens que ça peut faire quelques mois qu'il est employé par la même entreprise. Puis là, on va se fier à sa lettre d'emploi, c'est-à-dire son employeur lui donne quel salaire annuellement, surtout si c'est une paye fixe. Tu sais, à chaque 2 semaines, il reçoit le même montant, puis c'est divisé par 26. Puis on va se fier justement à son talon de paye, puis à sa lettre d'emploi. On va voir que ça correspond. Parfait, on va te qualifier sur ce montant-là. Pour les travailleurs autonomes, ben là, il n'y a pas d'employeur qui peut nous dire combien qu'il va faire. C'est un peu plus risqué. Donc là, souvent, les banques, la façon facile, c'est qu'on va regarder les 2 dernières années. Puis on va faire une moyenne. Il faut que la dernière année soit plus haute pour pouvoir faire la moyenne en général. Puis ça va être le montant qu'on va pouvoir qualifier pour aller vers les prêteurs A. C'est la façon standard là, de qualifier. Puis je présume que c'est les déclarations de revenus, les T1 que vous regardez? Oui, les avis de cotisation, les T1. Ouais. Parce que ça, s'il y a des travailleurs autonomes qui nous écoutent puis vous voulez emprunter, on sait que les travailleurs autonomes, ça ne déclare pas tous leurs revenus parce que ça ne veut pas payer d'impôts. Moi, j'en fais des impôts, là, puis comme je sais qu'il y a bien du monde qui font ça là, parce que le monde ne veut pas payer d'impôts. Mais si vous ne déclarez pas beaucoup de revenus, vous déclarez 30-40 000 de revenus dans votre déclaration d'impôts, ça va être difficile en tabarouette d'emprunter, de ce que je comprends, là, avec un revenu de 30-40 000. Voire presque impossible.
Ben, tu peux toujours emprunter, là. Ça dépend du... Ça va déterminer le montant que tu peux emprunter. Ouais, c'est ça. Mais, par exemple, tu me dis 100 000 tantôt, on emprunte pour 300-400 000. Avec 30-40 000 de revenus, tu empruntes peut-être pour 100-200 000? Là, j'ai pas le calcul, mais oui, pour 30-40 000 de revenus, ouais, tu vas pas chercher beaucoup d'emprunts, mais en même temps, quel paiement tu peux te... Tu sais, je veux dire, parce qu'il faut tout que ça fasse du sens, cette affaire-là. Si tu fais 30-40 000 et que tu sors de ton entreprise, il faut que tu sois capable, il ne faut pas que ton paiement hypothécaire, ce soit comme 70 % de ce que tu te sors de ton entreprise. Ça n'a comme aucun sens. Si on prend un travailleur autonome qui ne déclare pas tous ses revenus, il y a peut-être les moyens de payer les paiements hypothécaires, c'est juste qu'il ne le déclare pas dans sa déclaration de revenus. Tu comprends? Peut-être qu'il fait 80 000. Puis je sais qu'il y en a qui font ça. Là. On se mettra pas la tête dans le sable. Là. Il y en a qui, les travailleurs autonomes, il y en a pas mal qui déclarent pas tous leurs revenus. Admettons, ils font 80 000, mais dans la déclaration ou sur l'avis de cotisation, ils font 40 000, entre guillemets. Ouais. Fait que ces personnes-là pourraient, en théorie, se permettre une hypothèque parce qu'ils font du noir. Ouais. Mais là, ils pourront pas parce qu'ils déclarent pas assez de revenus. Ben, à ce moment-là, il faut aller vers un prêteur les prêteurs B. Il faut aller trouver d'autres... ou les limites, les prêteurs privés. Tu sais, les prêteurs privés, ils sont pas réglementés. Donc là, eux, ils peuvent voir que la personne fait des sous puis ils peuvent faire leur propre évaluation. Mais là, on n'est pas dans le même taux d'intérêt. Là, c'est ça. Fait que prêteur, tu as prêteur A, prêteur B, puis prêteur privé, les taux d'intérêt sont encore plus élevés que les prêteurs B, je présume. Ouais. On parle de combien, à peu près? Les privés, à partir de 8, là, on n'est plus comme par rapport au taux préférentiel. Là, on est plus autour de 8, 9, 10, 15, 18. Là, name it, ça dépend sur quel prêteur. Ça dépend de ton projet. Ça dépend. Là, c'est des prêts court terme aussi. Là, on n'est pas obligé de parler des prêts. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça quand même intéressant d'avoir un taux d'intérêt en tête. Là, parce que tu sais, un travailleur autonome qui nous écoute, il peut se dire, bon, là, est-ce que je déclare plus de revenus cette année pour pouvoir me qualifier avec les prêteurs conventionnels ou je m'en vais vers le prêt privé, tu sais, c'est-tu si pire que ça le prêt privé? 8 % c'est un gros taux d'intérêt, là. Ouais. Mais je trouve ça intéressant de mettre des chiffres pour que les gens qui écoutent peuvent vraiment faire, OK, ça, mes options, c'est ça. Mais on n'est pas obligé d'entrer dans la technicalité de tout ça, là. Honnêtement, je connais personne qui travaille. J'ai jamais personne qui travaille au noir qui m'a approché. Okay. Peut-être que tu ne sais pas, peut-être qu'ils te le disent pas. Pour de vrai, je suis pas. Tu sais, je travaille avec des salariés, Non, parce que moi, je demande. Je connais tout, là. Si vous venez me voir pour une hypothèque, watch out la liste de documents, là. Tu sais, moi, je fais l'analyse complète là, du dossier. Si vous avez de l'argent de plus, tu sais, pour que vous me dites que ça fait du sens d'avoir un tel paiement hypothécaire, sinon, je vais faire, ça n'a pas d'allure, tu sais, le paiement hypothécaire que tu vas avoir par rapport à ce qui est écrit, tu sais. Fait que je le saurais, là, en bout de ligne, s'il y a des gens qui ont de l'argent. Fait que puis j'ai 0 personne qui m'approche, là. Fait que pour moi, il n'y en a pas tant que ça, des gens. Moi, je te confirme qu'il y en a. Comme ça. Donc, oui, mais c'est bon si c'est pas dans ta pratique, là. Mais je veux qu'on parle un peu aussi des entrepreneurs incorporés. Comment ça fonctionne si tu es un entrepreneur qui se verse, je sais pas moi, 60 000 de revenus de sa compagnie incorporée parce que à des fins fiscales, tu veux pas payer trop d'impôts personnels puis tu n'as pas trop un gros train de vie. Admettons que tu te verses 60 000 de revenus annuels de ta compagnie incorporée, mais il y a 250 000 de placements dans ta Inc. Est-ce que ce 250 000-là va t'avantager ou les banques vont juste regarder le 60 000 que tu te sors au personnel? Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Ça ne va pas te désavantager, OK, d'avoir 250 000 dans un compte entreprise. C'est bon, là, tu sais. Je veux dire, ça paraît bien sur un bilan. Nous, dans la demande de prêt, on marque les revenus, puis on marque les actifs, là, les actifs, les passifs. Donc, moi, c'est sûr que je vais le marquer comme un actif. Est-ce que ça peut compter dans les ratios? Est-ce qu'on peut aller voir tous les prêteurs avec ça? Parce que, tu sais, il y a certains prêteurs ils veulent pas là, connaître toute l'histoire, là. Eux, ils veulent juste voir les documents, puis s'assurer que ça rentre dans les ratios, puis boum, le prêt est approuvé. Donc là, c'est ça, là. Ça dépend. Donc la réponse, est-ce que quelqu'un qui fait 60 000 avec une entreprise incorporée, c'est le même principe là, que travaille, c'est 2 ans de moyenne dans les 2 dernières années. Okay. C'est le chiffre qu'on va utiliser pour la qualification. Okay. Puis il peut y avoir une majoration, surtout si on voit qu'il y a certaines dépenses semi-entreprise, semi-personnelles qui sont payées par l'entreprise. Il peut y avoir une petite majoration du revenu basée sur certains aspects. Okay. Fait qu'exemple, un entrepreneur qui se verse 60 000 de revenus, mais qui a de l'argent dans sa compagnie, va être plus avancé qu'un salarié qui fait tout simplement 60 000 par année. Il va pouvoir emprunter plus, du moins. Vu qu'il y a un actif de 250 000
dans la compagnie? Je ne sais pas s'il va pouvoir... Oui, techniquement, il peut emprunter. Oui, il y a une meilleure... Oui, s'il y a plus d'argent, s'il y a plus de revenus. S'il y a plus de revenus, oui. Est-ce que les prêteurs prennent en compte les actifs dans la compagnie ou il se fie juste sur le revenu qui est sorti de la compagnie au personnel? De ce que tu me dis, il y a certains prêteurs qui prennent en ligne de compte les actifs dans la compagnie. C'est ça? Pas officiellement. OK. Mais ça peut être comme un facteur atténuant. Donc, si quelqu'un regarde le dossier global, ils peuvent peut-être permettre une exception, par exemple, des ratios. Mais c'est pas... Ou sinon, j'imagine qu'il y a des stratégies comme quoi, ben, si tu veux t'acheter une maison, ben, tu sors plus d'argent de ta business dans les 2 ou dans l'année ou les 2 dernières années avant d'acheter la propriété. Parce que si tu me dis, exemple, tu es un entrepreneur, puis il regarde tes 2 dernières années de revenus, puis tu as de l'argent dans la business, ben, tu peux te verser, mettons, 100 000 2 années de suite. Comme ça, aux yeux des prêteurs, tu vas faire 100 000 par année? Oui, je connais pas beaucoup de gens qui font ça, là, comme prévoir 3 ans d'avance un achat de propriété, là, mais, mais oui, théoriquement, ça peut être bon de le faire. Cool. Bon, je veux qu'on passe à la prochaine question. Bon, là, on a parlé un peu des avantages de faire affaire avec un courtier hypothécaire qui va te donner un peu une panoplie de produits financiers, tandis que si tu vas juste à ta banque ou à ta caisse, tu vas avoir seulement... en fait, le taux puis les avantages de la banque. Fait que, selon moi, je pense que c'est plus avantageux d'aller vers un courtier hypothécaire parce que justement, il va pouvoir te montrer tous les prêteurs puis lequel prêteur va être le mieux pour ta situation. Même si tu me disais que c'est quand même semblable. J'imagine que tu n'auras pas une différence de taux de 2% entre la banque verte et la banque rouge. Là. Non. Ça va être semblable, mais il peut quand même avoir un avantage d'aller vers certains prêteurs, de ce que je comprends, dépendamment de ta situation. Oui, bien en premier, moi, je demande tout le temps où est-ce que vous êtes client, peut-être que où est-ce que vous faites vos affaires bancaires. Peut-être qu'on va avoir une préférence vers aller vers le prêteur où est-ce qu'on a déjà nos affaires bancaires, parce que c'est familial, on a déjà des comptes là. Fait que ça, de un. Puis après ça, ben oui, moi, c'est sûr qu'au moment de l'approbation, lorsqu'on va vraiment... Moi, je fais tout le temps un fichier de recommandation. On est obligé, l'AMF, on doit suggérer différents prêteurs, on doit suggérer différents termes, expliquer la différence fixe, variable, pour être sûr de tout couvrir. Puis dans la recommandation, ben, on va aller voir là, justement, au moment de l'affaire, c'est quels prêteurs qui ont les meilleures promotions. Il y a des promotions de remise en argent, entre autres, qui vont être importantes rendues là. Puis on évalue tout ça, puis je présente au client qu'est-ce qui fait le plus de sens pour lui. Là. Puis quand on compare les prêteurs, est-ce qu'on prend juste le meilleur taux d'intérêt ou il y a d'autres choses à prendre en ligne de compte? Comme je viens de le dire, si on est client déjà à une banque, ça peut être une chose, est-ce qu'on veut une banque qui offre plusieurs services ou est-ce qu'on veut juste un prêt hypothécaire ou est-ce qu'on ne va pas se faire solliciter? Parce que aller vers une nouvelle banque pignon sur rue, par exemple, ça implique que la banque, elle va vouloir avoir nos affaires bancaires, elle va vouloir avoir des placements, des cartes de crédit, des comptes bancaires avec elle. Peut-être que ça ne nous intéresse pas tant que ça de se faire solliciter pour ça, pour avoir un meilleur taux hypothécaire. Mais en même temps, peut-être que ça ne nous dérange pas. Ensuite, moi, beaucoup aussi dans les dernières années, maintenant que je suis spécialisé en manœuvre Smith, même dans ma vie personnelle, j'ai toujours été avec des hypothèques avec marge hypothécaire. Vraiment, je m'intéresse beaucoup à ça. Les clients qui écoutent le podcast Indépendance financière et hypothèque sont beaucoup dans justement, est-ce que je devrais utiliser l'équité de ma maison pour investir? Donc là, il y a certains prêteurs où est-ce qu'il y a des différences. Il y a certains prêteurs qui ont seulement une marge hypothécaire, d'autres qui peuvent en avoir plus qu'une tranche. Ensuite, est-ce que c'est une banque en ligne ou est-ce que c'est un prêteur pignon sur rue? C'est quoi la quantité de remboursement anticipé qu'on peut faire? Parce que notre prêt, on peut le rembourser plus rapidement que... on ne peut pas le rembourser tout d'un coup. Au Canada, on a des termes de 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Puis si on rembourse notre prêt au complet avant échéance, il va y avoir une pénalité. Dans tous les cas? Oui, si on rembourse notre prêt avant l'échéance, on prend un contrat. Quand on prend un prêt hypothécaire, on a un contrat de souvent de 1 an à 5 ans, plus souvent là, 3, 4 ou 5 ans. Puis si on rembourse avant ce temps-là, il va y avoir un calcul de pénalité, 3 mois d'intérêt au minimum ou le différentiel de taux si on est à taux fixe. Donc, tu sais, moi, j'explique justement ces différences-là au moment des recommandations pour être certain que, oui, on comprend que si on doit justement tout vendre dans 3 ans, tu sais, si on pense qu'on va déménager dans un autre pays dans 3 ans, qu'on va vendre notre maison, mais on ne prendra pas un terme de 5 ans. Là. Je comprends. Mais si je veux rembourser plus rapidement mon hypothèque, je peux-tu le faire sans pénalité ou ça dépend encore là du prêteur? 2 façons de faire ça. C'est soit avec un montant d'argent que tu reçois, un bonus, un héritage, tu peux arriver à ta banque et dire « OK, moi, je veux rembourser ». Puis là, certains prêteurs, c'est jusqu'à 10
du montant initial du prêt. Parfois, c'est 15, parfois, c'est 20 du montant initial du prêt. Fait que si ton prêt, à l'origine, c'était 500 000 bien, techniquement, tu as 100 000 de privilèges de remboursement anticipé par année. Je comprends. Donc, ton prêt de 500 000, techniquement, tu peux facilement le rembourser en 5 ans au complet, sans pénalité, si tu vas à chaque année mettre 100 000. Mais il n'y a pas grand monde qui font ça. Là. Pas grand monde qui font ça. Mais tu sais, il faut le savoir que ça existe parce que plus rapidement tu rembourses ton prêt hypothécaire, moins d'intérêt tu vas payer. Parce que la journée que tu fais un remboursement anticipé, tu te mets à payer moins d'intérêt sur... Tu payes 100 de capital là, quand tu fais un remboursement anticipé. Oui, c'est ça. Si tu rembourses 100 000 sur ton prêt, le lendemain, c'est de l'intérêt que tu ne payes pas sur 100 000 Oui, tout à fait. Mais on ne pourrait pas rembourser complètement son prêt hypothécaire. Tu as 400 000 de prêt hypothécaire, tu ne pourrais pas déposer 400 000 d'un coup, puis d'hypothèque terminée. La banque ne t'autoriserait pas de faire ça, ou sinon avec une pénalité. C'est ça, tu es autorisé. Après ça, 3 mois d'intérêt, des fois, c'est correct. Là. Dans certains cas, c'est peut-être 1 000, 2 000, 3 000 dépendamment du montant de ton prêt, puis du taux d'intérêt, évidemment. Puis j'ai une autre question qui m'est venue en tête. Là. Je sors un peu du plan de match, mais j'ai plein de bonnes questions qui me viennent en tête pendant que tu parles. Shoot. Prêteur conventionnel versus prêteur en ligne, je pense qu'on les appelle. On peut les nommer. Tangerine, en fait, c'est le seul qui me vient en tête. Là, mais bref, tu as des prêteurs pignon sur rue, puis tu as des prêteurs en ligne. J'avais entendu dire qu'il y avait beaucoup d'avantages à faire affaire avec des prêteurs en ligne au niveau du taux d'intérêt, parce que vu qu'il n'y avait pas de succursale à payer, eux autres ont moins de frais fixes. Donc, ça se répertorie dans le taux d'intérêt, puis aussi des pénalités qui sont moins élevées. Est-ce que c'est vrai que si on regarde juste le taux, on est mieux d'aller vers des prêteurs en ligne? Je dirais pas on est mieux. Là. Je veux dire, il y a des différences, il y a des avantages à un endroit ou l'autre. Puis, je dirais pas banque en ligne nécessairement, là, mais je dirais prêteur virtuel. Okay? Prêteur virtuel, là, on va avoir des prêteurs hypothécaires. On parle de First National, MCAP, WiseDay, on en a. Tangerine doit être là-dedans. Tangerine, on n'a pas ce prêteur-là chez Planiprêt. Je ne sais pas s'ils font affaire, eux, avec les courtiers hypothécaires. C'est pas toutes les banques. Tu sais, elle, c'est une banque en ligne. Je pense qu'elle est affiliée avec Scotia. Scotia fait affaire avec les courtiers hypothécaires. Mais c'est le même genre. Là. Ceux que tu viens de nommer, c'est le même genre que Tangerine. Pas tout à fait. Les prêteurs virtuels n'ont pas de produits bancaires. Tu ne peux pas ouvrir un compte de banque. Tu ne peux pas avoir des placements. C'est que des prêteurs hypothécaires. Leur modèle d'affaires, eux, c'est qu'ils offrent des prêts hypothécaires. Ils vont faire le service. Ils vont prendre ces prêts-là. Ils vont les assurer. Souvent, c'est des prêts assurés ou assurables. Puis, ils vont revendre ça sur le marché secondaire. Puis ça va être dans les grandes banques qui vont racheter ça, dans le fond. Parce que tout l'argent, c'est les grandes banques canadiennes, majoritairement, qui a les fonds. Donc, c'est un autre modèle d'affaires. Tandis que les grandes banques, eux, vont offrir aussi les hypothèques, mais ils vont t'attirer pour essayer d'avoir d'autres services aussi. Mais si on regarde juste le taux d'intérêt, est-ce qu'en règle générale, c'est plus faible dans les prêteurs virtuels que dans les prêteurs pignon sur rue? Ça dépend, pas toujours. Mais je te parle en règle générale. Là. Historiquement, oui. En ce moment, ils sont un petit peu moins compétitifs, les prêteurs virtuels. La raison pourquoi ils peuvent offrir un meilleur taux, c'est qu'ils vont justement assurer le prêt. Donc, qu'est-ce que tu veux dire, assurer le prêt? Ils vont aller voir la SCHL ou un des deux autres assureurs hypothécaires. Ils vont payer la prime pour assurer le prêt. Donc, il faut que tu n'auras pas besoin de payer la SCHL si tu fais affaire avec un prêteur virtuel. C'est le prêteur virtuel si tu fais un achat et tu as moins que 20 de mise à fond, tu vas payer la prime. Là. Ça, tu t'en sauves pas. Ça va être un prêt assuré. OK, mais est-ce que c'est le prêteur virtuel qui paye la prime? Non. J'ai mal compris ce que tu as dit, je pense. C'est ça. Donc, si on met moins de 20 de mise de fonds, on n'a pas le choix. On va payer la prime. Ça va dépendre de si tu mets 5, 10 ou 15 la prime va dépendre de ça. Quand tu dis les prêteurs virtuels assurent le prêt, c'est ça que je ne suis pas sûr de comprendre. Exemple, on achète notre maison, on met 20 de mise de fonds. Normalement, il n'y a pas de prime SCHL, on a mis 20 Mais si on prend notre prêt avec un prêteur virtuel, lui, il va pouvoir l'assurer quand même, parce que c'est possible d'assurer des prêts avec 20 de mise de fonds. C'est juste qu'à ce moment-là, c'est le prêteur qui va l'assurer. Parce que ça va être plus facile ensuite de le revendre sur le marché. Donc, c'est ça Mais pour le client, ça ne change rien dans le fond. Là. Non, ça ne change rien. C'est ça. Parce que l'assurance, la SCHL ou l'assurance prêt, c'est pas pour moi qui octroie un prêt, c'est l'assurance pour le prêteur. Oui. C'est ça. C'est ça. Fait que prêteur virtuel, moins hot que ce que j'aurais pu entendre, exemple.
oui, les taux d'intérêt peuvent être plus Écoute, faibles. ça peut revenir n'importe quand. Là, pendant longtemps, c'était plus bas. Là, en ce moment, c'est ça, là, ça s'équivaut un peu les prêts assurés, les banques qui sont très compétitives. Donc, Cool. Ouais. On revient au plan de match initial. Les courtiers hypothécaires, on entend souvent dire que c'est gratuit faire affaire avec des courtiers hypothécaires. PC Jolicoeur le dit souvent que c'est gratuit. Fait qu'on n'a rien à perdre de faire affaire avec des courtiers hypothécaires. C'est gratuit pour les clients. Comment vous êtes rémunéré? Super simple. Lorsque le prêt est déboursé, lorsque vous achetez votre maison, vous passez chez le notaire, le nouveau prêteur débourse le prêt chez le notaire, donne l'argent au vendeur de la maison que vous achetez. Mais à ce moment-là, le courtier hypothécaire va recevoir une commission du prêteur. On parle de combien de pourcents? La commission, c'est un pourcentage de la valeur du prêt, c'est ça? Oui. La commission, là, ça peut être de 0,20 % du montant du prêt. Parfois, c'est 0,5, 0,7. Ça peut aller jusqu'à 1 %. Puis là, c'est ça. Il y a une belle gamme de pourcentages. Là, Ça dépend du terme, souvent. Si tu as un prêt d'1 an versus 5 ans, avec quelle sorte de prêteur? Prêteur B, prêteur A. Puis, c'est ça. Tous les prêteurs rémunèrent différemment. Là. Fait que de ce que je comprends, il y a des prêteurs qui rémunèrent mieux les courtiers hypothécaires que d'autres. Fait que la commission va être plus grosse selon certains prêteurs vers lesquels tu envoies ton client. C'est sûr qu'il y en a un, en fait, là, mais je me dis comment c'est géré. Je veux dire, à l'AMF, as-tu une obligation de toujours recommander le meilleur produit pour le client, peu importe la commission? Oui. Non, mais je trouve important d'en parler parce que, tu sais, même si les clients qui font affaire avec des courtiers, ça peut être une bonne question à poser quand même à son courtier, tu sais. Je veux dire, il peut avoir un conflit d'intérêt, je présume. Je suppose que les courtiers sont bien intentionnés, mais ça reste qu'il peut avoir un conflit d'intérêt. Comme un peu avec les courtiers immobiliers, comme un peu avec les frais de gestion. Mais je pense que ça peut être une bonne question à poser à son courtier. Là, où est-ce que tu m'envoies? Toi, tu es rémunéré comment? Est-ce que tu es rémunéré de la même façon avec ce prêteur-là qu'avec un autre? Je pense quand même que ça peut être une bonne question à poser, juste pour être certain que le courtier travaille vraiment dans ton intérêt et non dans son intérêt à lui, même si on sait très bien que vous ne faites pas du bénévolat, puis vous allez être payé pour ce que vous faites quand même. Exactement. Puis il faut savoir aussi que si on va à la banque directement, il y a beaucoup de démarcheurs dans les banques qui sont payés à commission aussi. Donc, tu sais, il y a un coût. Puis la banque aussi, même chose, va essayer d'aller chercher le plus d'argent si on ne négocie pas directement avec elle. Tu sais, on n'a pas de garantie. Là, tu sais. Donc, vraiment, le service du courtier, de pouvoir comparer, tu sais, puis d'aller vers là où les prêteurs offrent les meilleurs taux. C'est pas mal intéressant, là, ça... Mais c'est vraiment la banque qui vous paye. Donc, techniquement, le client n'a pas besoin de débourser de ses poches pour te payer, sauf s'il y a des frais de dossier, comme tu disais, là, en prêteur B. Oui, mais dans le résidentiel, parce que là, on parle du financement hypothécaire résidentiel, c'est tout le temps le prêteur là, qui paye le courtier. Jamais le client. Dans le cas commercial, ça va être ça, c'est différent. Parce que là, les prêteurs... c'est ça, il faut que le courtier charge à ce moment-là. Mais moi, je ne fais pas de commercial, là, je suis dans le résidentiel. Sais-tu pourquoi les banques font ça? Pourquoi ils décident, je veux dire, pour une banque, théoriquement, c'est plus payant de ne pas faire affaire avec un courtier hypothécaire parce que tu n'as pas besoin de donner une commission au courtier hypothécaire. Pourquoi les banques font juste pas non, nous autres, on fait tout à l'interne, on ne fait pas affaire avec les courtiers hypothécaires. Comme ça, on n'aura pas besoin de donner de commission au courtier hypothécaire, on va garder les profits pour nous. Ça se reflète-tu dans le taux d'intérêt? C'est un peu pourquoi ça marche comme ça? Les banques qui font ça parce que c'est rentable de faire affaire pour eux avec des courtiers hypothécaires. Ça coûte moins cher pour eux de donner une commission que d'avoir des gens qui desservent les clients. C'est beaucoup de travail, là, faire une hypothèque. Là. C'est beaucoup de communication. J'ai des gens, moi, qui restent avec moi pendant 2 ans avant d'acheter leur maison. Ça fait 2 ans de service que je leur offre. Avant qu'ils prennent leur hypothèque, que j'ai eu aucune rémunération. Je veux dire, les banques, c'est ça, il y a un coût là, dans les banques à offrir des prêts hypothécaires par rapport aux conseils, par rapport à... Donc oui, la raison pourquoi ils font affaire avec les courtiers, c'est parce que c'est payant pour eux là, de faire ça. C'est un peu les sous-traitants pour les banques, là, si on peut dire. Là. Oui, absolument. C'est là qu'ils vont chercher plus de clientèle. Voilà, c'est tout pour la première partie de mon entrevue avec Xavier Courchaine. J'espère que vous l'avez apprécié. Revenez la semaine prochaine pour la deuxième partie. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et un bon cheminement vers l'indépendance financière.
Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!